L'esprit jaillit du cœur de l'homme. La sagesse apparaît. Le monde se transforme. La justice s'impose. Et l'amour rayonne sur toute la terre. Écoutez sagesse, philosophie, écologie, spiritualité, santé, religion, science. Écoutez sagesse, une production de Save Africa, une supervision de Mubitan Yandaga, tous les mardis et jeudis de 10h à 12h sur la TRC 107.3 FM. SMS 677 50 74 47. Vous ne serez plus jamais le même. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à nouveau ensemble pour 2 heures d'échange. Vous écoutez Sagesse et vous faites bien. Nous nous retrouvons tous les mardis et jeudis pour discuter, échanger sur des questions existentielles et des questions essentielles. Nous nous trouvons obligés de nous arrêter de temps en temps pour interroger notre intérieur, pour rentrer dans le silence, afin que les phénomènes extérieurs ne nous absorbent pas totalement, nous évitant une plongée dans les ténèbres. Je suis toujours avec Alain Junior Zambe qui est là, qui va mettre cette émission en onde et qui va bien sûr gérer les appels téléphoniques comme vous le désirez. L'émission est supervisée par Mubitan Yandaga lui-même qui est au micro. La technique est donc Alain Junior. Nous avons comme invité principal aujourd'hui le professeur Oumdigui qui est égyptologue, linguiste, qui nous donne la possibilité de pénétrer la connaissance à travers nos langues et principalement à travers l'Égypte ancienne, donc la langue de l'Égypte ancienne. C'est ce qu'il a appris le mieux dans sa vie et c'est pour cela que tout à l'heure nous allons nous retrouver avec lui pour continuer à pénétrer les mystères de l'osirianisme, les mystères de la religion de nos ancêtres, les mystères de la spiritualité en général. Vous appellerez tout à l'heure sûrement dans les codes d'accès que nous vous transmettrons tout à l'heure. L'équipe qui nous accompagne est pratiquement la même. Elundu Edene, Mubitan Siddhartha, Mutongo Matomba qui va nous retrouver dans un moment, Gomilel Mimbo qui sera là. Et tout à l'heure, après la musique de mise en forme, nous allons revenir à vous pour commencer notre micro-programme sur les droits de l'homme.
Eh bien, merci pour cette musique qui nous met donc en condition afin que nous puissions désormais aborder la question des droits de l'homme, tout en rappelant aux auditeurs que les droits de l'homme, les droits fondamentaux de l'homme sont à respecter. Ce sont des droits qu'il faut absolument respecter parce que cela a un rapport avec les engagements que chacun ou des organisations, les engagements que chacun donc ou une organisation ou même un État prend lorsque, par exemple, les responsables sont appelés à assurer ou à garantir la sûreté, la sécurité, le droit à l'alimentation, le droit à l'eau, le droit à l'électricité, le droit à une éducation convenable, le droit à la protection. Tous ces droits fondamentaux doivent être en tout lieu et en tout espace et à tout moment respectés pour qu'il y ait harmonie entre les êtres humains et les êtres vivants en général. Eh bien, c'est pour cela que depuis quelques mois, quelques semaines, nous nous attardons sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. 30 articles qui ont été unanimement acceptés par tous les États partis qui ont signé cette Déclaration universelle des droits de l'homme depuis 1948. D'autres États ont emboîté le pas et nous vivons aujourd'hui sous la directive de ces 30 principaux articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est pour cela que dans le préambule même de cette déclaration, il est demandé à tous les États partis de prendre toutes les dispositions pour que ces droits soient enseignés partout, y compris dans les écoles, y compris dans les endroits où les hommes sont susceptibles de pouvoir la recevoir. C'est pour cela que tout doit être mis en œuvre pour que chacun ne tombe pas sous le coup du dicton qui chaque fois est répété à quiconque veut l'entendre. Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, nul n'est censé ignorer la loi, mais beaucoup d'humains ignorent la loi et ignorent les droits et ignorent leurs droits, de même aussi qu'ils ignorent leurs devoirs. Parce que à côté des droits, il y a des devoirs. Vous avez droit, par exemple, à une alimentation saine, convenable pour votre vie. Mais vous avez aussi le devoir de participer à la production de cette alimentation. Donc, vous devez travailler. Car tout travail mérite un salaire. C'est en travaillant que, exerçant donc et accomplissant votre devoir, vous avez donc le droit de réclamer que votre droit à l'alimentation soit assuré. Nous prenons le cas d'un État. Vous êtes Camerounais, par exemple. Vous refusez de travailler, vous entrez dans l'oisiveté, dans la paresse, dans l'indolence, et pendant ce temps, vous réclamez les droits à l'alimentation. Vous pensez que qui va travailler pour que vous mangez? Vous voyez, c'est ça, il faut s'interroger sérieusement parce que les gens ont tendance à toujours penser qu'il n'y a que les droits. Mais il y a aussi les devoirs qui accompagnent les droits. Il y a aussi les obligations. Il y a même des obligations matérielles et des obligations morales. Ça veut dire que votre conscience doit vous dire « je ne dois pas faire ceci, ce n'est pas bien ». Car c'est une obligation morale. Nuire à autrui en l'injuriant par exemple, en lui faisant mal, vous ne faites pas en sorte qu'il soit content. Cela veut dire que c'est un droit, c'est un devoir moral que vous n'avez pas conservé, que vous n'avez pas respecté. Donc, à côté des droits, il y a donc des devoirs et des obligations.
L'article qui va nous intéresser ce jour, c'est l'article numéro 10, qui stipule « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, ah ça vous voyez bien, hein, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Nous répétons. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Vous voyez donc que quand l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit ces droits-là, alors vous avez à côté des obligations. Et l'article parle de toute personne, dont cela peut être une personne physique, comme cela peut être une personne morale. Par exemple, une association est une personne morale. Une société à responsabilité limitée ou une SA est une personne morale. Un GIC, un GIE, une coopérative, ça c'est des personnes morales. La personne physique, c'est l'être humain lui-même. Alors donc quand on parle de personne, toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera. Cela signifie que ce soit une personne morale ou une personne physique, tout le monde est appelé à se retrouver devant le tribunal qui est seul capable de statuer et de décider de la raison que vous avez ou du tort que vous avez. Quand vous le savez déjà, vous savez à quoi vous en tenir. C'est pour cela que le tribunal regarde le bien fondé, il faut qu'il regarde le bien fondé de toute accusation. Car on peut vous accuser arbitrairement. On peut dire n'importe quoi. Donc on doit regarder le bien fondé. Et c'est le rôle du juge. Le tribunal doit regarder cela, tenir compte du bien fondé de toute accusation en matière pénale. Ah ça, parce que vous savez que en matière pénale, il y a la prison qui guette. Il y a les amendes qui guettent. Il y a des privations de liberté partielles ou en sursis qui vous guettent. C'est pourquoi, pour éviter qu'il y ait des abus, que quelqu'un ne profite pas du fait que il vous traîne au tribunal, par exemple, en disant « Oh, il m'a insulté. » Très bien. Mais il va falloir que le juge apprécie pour voir effectivement s'il vous a insulté, le bien fondé. Je prends un exemple simple. Vous êtes en train de vous quereller. Vous dites à quelqu'un, regarde ses gros yeux. Lui, il vous dit, regarde ta grosse bouche. Et vous courez vite, vous partez lui porter plainte. Vous dites qu'il vous a insulté. Vous voyez, devant le tribunal, le juge va se mettre à écouter et le plaignant est là et celui qui accuse, et je veux dire l'accusé. Il va voir si il est convaincu pendant qu'il écoute tout le monde que c'est pendant une altercation que chacun allait chercher la chose la plus compliquée qui puisse vous faire mal. Vous avez fait votre part, il a fait sa part. Et maintenant, vous courez vite parce que vous avez les moyens. Vous croyez que vous êtes plus malin. Surtout quand vous vous rendez compte qu'il n'est pas à même de se défendre. Il n'a même pas l'argent de transport pour venir au tribunal. Il n'a pas l'argent pour aller payer les frais. Alors, vous courez vite et vous lui portez plainte. Vous dites, vraiment, moi j'ai les témoins, il m'a insulté. Mais le plus souvent, comme l'homme est un bon menteur, il sait seulement dire ce qu'on lui a fait. Il ne dit pas ce qu'il a fait à l'autre. Alors le juge va donc vous écouter
va écouter vos témoins, mais aussi il va demander les témoins de l'autre. Et dans son intime conviction, à un moment donné, en vous regardant bien dans les yeux, parce que celui qui ment, il a l'art de bégayer souvent. Et on voit ça à travers ses yeux. C'est pour ça que vous voyez les magistrats que vous voyez là, c'est des sorciers de notre genre. Hein. Ne jouez pas avec eux. C'est pour cela que souvent quand vous êtes devant le magistrat à la barre là, quand vous vous placez à la barre, vous commencez à trembler. Il y en a qui commencent à dire, je m'en vais d'abord pisser. Monsieur le Président, je voudrais d'abord aller pisser. Oui, parce que la barre est une chose très compliquée. Hein. C'est pour cela qu'il faut souvent s'arranger avant que vous n'alliez à la barre. Donc, vous voyez donc que l'article 10 nous dit que toute personne a droit en pleine égalité, c'est-à-dire sans discrimination. On a dit toute personne. Ça veut dire que la société qui vend les beignets au marché, ça veut dire la femme qui a fait sa société pour vendre les beignets au marché. Et je prends le cas d'une grande structure, une grande société de la place. Par exemple, AS Sonel. Non, vous n'allez pas dire que comme vous êtes AS Sonel, vous avez plus de droits que la Bayam Selam qui vend ces choses au marché. Si elle avait son congélateur, tu as coupé intempestivement le courant. Sa marchandise s'est périmée. Mais elle va te porter plainte. Il n'y a rien à faire. David peut être au tribunal avec Goliath. La Bayam Selam gagne 1000 francs par jour. Goliath gagne 1 million, 5 millions, 20 millions par jour. Mais ils se retrouvent tous en toute égalité devant le tribunal. Voilà ce que l'article 10 donc voulait nous dire. Maintenant, en attendant que vous interveniez, parce que nous vous donnons quelques minutes pour dire quelque chose dessus, vous pouvez donc nous appeler au 677 50 74 47, le 677 50 74 47, 690 74 47 14, 690 74 47 14, et en direct au téléphone, vous pouvez intervenir au 242 62 56 66. 242 62 56 66. Il faut que les étudiants en droit, les étudiants en sciences politiques, comme Anne, les étudiants qui apprennent ces choses-là, doivent quand même contribuer à l'émission pour qu'ils puissent mettre en pratique les cours qu'on leur a donnés à l'université. C'est la même chose aussi que les policiers et les gendarmes et les magistrats peuvent nous saisir pour nous éclairer pendant une émission comme celle-ci. Ça permet aux citoyens de connaître leurs droits. Ne vous murez pas dans le silence. Parce que vous voyez bien tous les jours, des gens se retrouvent en train de commettre des erreurs parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, vraiment, éclairez-nous, les OPJ, les magistrats qui nous écoutent, les avocats, les notaires. Dites ce que vous pensez par rapport à ça pour que la population soit toujours bien éclairée. Alain Junior, nous allons souffler un peu à musique. Et nous reviendrons tout en disant aux auditeurs, ils peuvent nous couper à tout moment pour intervenir. À tout de suite.
Merci. Nous revenons en studio pour entrer directement dans le sujet concernant la spiritualité, la religion, la mystique, l'alchimie, tout ce que vous pouvez imaginer. Bref, la gnose, la connaissance. La connaissance qui apporte la liberté à l'homme. La connaissance à partir de laquelle l'homme peut s'affranchir de tout ce que nous appelons douleur, souffrance, limitation et même mort. C'est cette connaissance que nous essayons de partager avec tous nos frères, tous les êtres humains qui cherchent la vérité. Nous allons ce jour continuer donc sur les mystères de l'osirianisme. Nous avons déjà abordé pas mal de sujets sur la question. Nous avons la dernière fois parlé de la médecine osirienne, la médecine de nos ancêtres. Nous avons évoqué avec vous l'oignon, le serpent. Nous avons vu que le secret qui est contenu dans l'oignon, nous avons observé que généralement, dès qu'on parle d'oignon, on voit tout de suite le serpent, on voit le boa. Tantôt que le boa en question part avaler l'argent pour venir verser chez celui qui le possède. Pourquoi tout le monde ne peut pas aller prendre un boa pour avoir donc autant d'argent, même des tonnes d'argent? Pourquoi on est obligé d'abord d'aller travailler, d'aller chercher, avoir un emploi, à cultiver la terre pour vendre les produits et tout? Non, il faut cesser d'effrayer les gens pour rien. N'effrayez plus les gens. Les Africains en ont marre avec le discrédit que les néocolons, je dis bien les néocolons, ça veut dire les gens qui se sont tellement aliénés, qui n'ont plus de repères, qui sont assis sur deux chaises et qui chaque fois gobent tout ce qu'on leur dit pour discréditer l'Afrique. Nous voulons vous dire que si l'enfant tape sur sa mère, vous ne voyez pas que c'est la malédiction. Si l'enfant tape sur son père, ce n'est pas la malédiction ça. Laissez les gens qui se sont mis à taper sur leurs parents continuer à boire les conséquences de la malédiction. C'est pour cela que vous voyez, ces enfants têtus ont foutu le monde entier dans des difficultés énormes. Actuellement, on est déjà, chaque année, la chaleur augmente, tout augmente, l'écologie est en danger, les animaux n'arrivent plus à vivre convenablement, on les décime partout, et on essaie d'organiser la protection, mais ça ne marche plus. L'activité anthropique, c'est-à-dire les activités des hommes, font en sorte que on ne respire plus que du plomb dans l'air. Les activités des hommes font en sorte que, même lorsqu'on veut respirer, quel que soit là où tu te trouves, même en brousse, l'air pollué te retrouve là-bas. Vous voyez donc que ceux qui font ces choses-là en croyant que non, ça va aller seulement perturber les pauvres parce qu'ils n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Vous ne voyez pas comment, même les Blancs sont déjà dépassés, la médecine est dépassée, non? Vous ne voyez pas comment, eux donc qui ont les moyens de se soigner à volonté, il y a la sécurité sociale pour tout le monde, mais ils n'arrivent pas à guérir le cancer, ils n'arrivent pas à guérir l'hypertension, à guérir le diabète. Pourtant, ils ont tous les meilleurs médecins, tous les bons produits et tout cela, mais tout le monde vit pratiquement sous perfusion. Alors, nous les Africains, on dit que nous sommes sous-développés, que nous n'avons rien créé, nous n'avons rien produit. Vous voyez tout ça, vous savez bien que c'est du mensonge. Donc je n'ai même plus besoin de revenir dessus, tellement les Africains ont des preuves qu'ils sont les premiers scientifiques sur la Terre, qu'ils sont les premiers ingénieurs sur la Terre, qu'ils sont les premiers philosophes sur la Terre, qu'ils sont les premiers industriels sur la Terre, mais ils ne pratiquaient pas l'industrie comme on pratique actuellement. C'est pour cela qu'une civilisation de ce genre
a pu faire près de 4000 ans parce que leur technique de travail, leur création, leur créativité n'allait pas vers la destruction, mais rendait plutôt la vie possible. Mais tel que cela se passe actuellement, tous les jours qui passent, toutes nos inventions et créations rendent l'humanité tout entière malade, y compris tous les 4 règnes. C'est pourquoi nous allons donc revenir encore une fois sur les mystères de l'oignon, les mystères du serpent en relation avec l'Égypte ancienne. Professeur, rebonjour. Bonjour. Nous allons donc parler de l'oignon. Nous allons parler encore de l'oignon. Professeur, dites-nous donc. C'est vrai que nous avons déjà vu que l'homme est un oignon. Est-ce que vous avez des arguments pour étayer ça, professeur, par rapport à tout ce que vous avez appris de l'Égypte? Bien. Lors de la précédente émission, il me semble avoir, je ne dirais pas conclu, puisque nous étions pratiquement à la fin de l'émission, lorsque tu m'as demandé de dire un mot. Parce que le message qui a été délivré sur les maladies prétendument incurables et sur les différentes médications, musicothérapies, c'est des maladies qu'à l'heure actuelle, on a classées incurables. Tu as fait valoir et tu as démontré que ces maladies pouvaient être effectivement guéries. Et j'ai été particulièrement frappé par l'évocation d'une sème, je crois que le terme est Betty. Voilà. Au cours de ce rite, il y a en quelque sorte une sorte de d'aveu, c'est-à-dire que la famille, les proches sont invités à avouer, à dire tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils auraient gardé en secret, qui les perturbe, qui les aurait fâchés. C'est une sorte d'aveu collectif. Et lorsque cet aveu est effectué, évidemment, il y a un mécanisme qui se déclenche, qui vient donc balayer la maladie en quelque sorte. Ça m'a fait penser à un rite similaire, connu chez les Bassa, sous le terme de Saï. Saï. Saï veut dire bénir. C'est la bénédiction. Et tout ceci revient toujours aux deux concepts de malédiction et bénédiction. Malédiction, dire du mal, et bénédiction, dire du bien. Tout revient toujours à la parole, que tout part de la parole. Alors j'avais conclu mon propos en parlant de l'oignon et en vous révélant que dans mes recherches, j'ai été surpris de constater que un terme utilisé en Bassa pour désigner la cravate, c'est le même terme utilisé pour désigner l'oignon, l'élan. Bon. Et avant d'y arriver, ma surprise vient du fait que j'avais donc, au cours de mes études d'égyptologie, lu des documents qui attestent que les Égyptiens, effectivement, avaient une pratique, utilisaient les oignons dans le cadre de la spiritualité, dans le cadre de la médecine. Alors, je voudrais donc replacer ce que j'ai affirmé l'autre jour dans un contexte beaucoup plus précis. Parce qu'il y a exactement 19 ans que j'ai soutenu ma thèse de doctorat en langue, histoire et civilisation des mondes anciens, spécialité égyptologie. Et dans ma thèse, j'ai eu à traiter de cette question de l'oignon. Dans ma thèse, je l'appelle l'oignon emblématique.
Et je voudrais partager avec les auditeurs quelque chose de particulièrement important. Alors, pendant les cours que je suivais, les cours du professeur Jean-Claude Goyon, à l'époque directeur de l'Institut Victor Loret d'égyptologie à l'Université Lyon 2, À Lyon. à Lyon, en France, pendant les notes de cours que j'ai rapportées dans ma thèse, il disait qu'en Égypte, le 4 du 4e mois de Péret, la saison Péret, c'est la saison où les eaux du Nil se retirent, l'inondation se retire et ça correspond à la germination. Avait lieu la grande fête dans le delta dédiée à la déesse Bastet. La déesse Bastet, c'est la déesse Chat. Bastet, c'est le nom de la déesse Chat. Bon, on pourra y revenir. Bien. À cette occasion, des rites divers étaient accomplis, notamment celui consistant à mâcher les oignons et à les porter en guirlande. J'avais noté dans ma thèse, comme note de bas de page, note de cours prise le 27 février 1990, dans le cadre du cours calendrier liturgique, dispensé par le professeur Jean-Claude Goyon. Alors, après ça, j'ai lu un ouvrage écrit par un égyptologue suisse, Philippe Derchin, qui écrit ceci. Je vous invite à bien suivre. 3 espèces d'Alliacées sont connues en Égypte. L'oignon commun, Allium cepa. Alors, il donne les termes égyptiens, Hedjou, Hedjet, il donne ça en démotique en copte. Donc, l'oignon commun. Le poireau, Allium kurat. Et l'ail, Allium sativum. Il donne en face les noms correspondants en égyptien. Donc la consommation devait être aussi courante dans l'Antiquité que de nos jours. Quoi qu'il en soit, rarement fait mention dans les textes. La culture en est attestée depuis l'Ancien Empire et a laissé des souvenirs jusque dans les noms de certains domaines funéraires. Rare dans le culte divin, l'offrande de bottes d'oignons est fréquente dans le culte des morts, depuis les pyramides. Parfois associée aux viandes. On se parait de guirlandes d'oignons autour du cou pour la fête de Sokaris. C'est le dieu crocodile, Sokaris. Et on en mastiquait les bulbes en d'autres occasions solennelles. Dans les papyrus médicaux, l'oignon est souvent mentionné. Il peut encore être utilisé à des fins magiques. Et selon Pline, un auteur latin, Pline l'Ancien, on aurait en Égypte prêté serment sur des oignons. Fin de citation. Alors j'ajoute, en effet, on retrouve le passage suivant chez Pline. J'ai donc lu Pline. Voici ce que Pline écrit. Pline, il faut le dire, c'est un très grand historien qui a, dans les mêmes périodes, je crois que c'était les mêmes périodes que Joseph. Oui. Joseph, oui. Avec eux à la fin. Là. Oui, Flavius Joseph. Flavius Joseph. Un historien juif. Très bien. Oui. Alors, Pline écrit, l'Égypte invoque l'ail et les oignons parmi les dieux dans les serments. Alors, ce passage est assorti d'une note de bas de page, c'est moi qui écris, qui précise, je cite, les Romains se sont moqués des Égyptiens, incarnant leur divinité dans des animaux ou des plantes. C'est Cicéron qui écrit ça, dans son œuvre Tusculane, pour l'oignon et le poireau. L'égyptologue français Victor Loret, dont l'institut où j'ai étudié, dont l'institut porte le nom, Institut Victor Loret, il s'était élevé contre cette opinion en ces termes. Pline ne fait allusion à l'ail égyptien que pour se faire l'écho d'une opinion erronée, assez répandue chez les auteurs classiques. S'il fallait l'en croire, en effet, les Égyptiens auraient rangé l'ail et l'oignon au nombre de leur divinité. On sait que cette erreur ancienne a son origine dans la fausse interprétation de peintures égyptiennes. On a pris, pour la représentation d'autels supportant des légumes divinisés,
certains tableaux qui figurent simplement des tables d'offrande. Puis, comme ces tables se trouvent ordinairement disposées entre une divinité et un personnage agenouillé et levant les bras, on s'est imaginé à tort que cette marque d'adoration s'adressait aux légumes en même temps qu'à la divinité. Fin de citation. À la suite de ça, je cite donc un autre égyptologue, Daressi, qui dit que les deux parties de l'Égypte étaient symbolisées par deux plantes, dont il est difficile de préciser le genre, car elles sont tellement stylisées qu'elles n'offrent plus de rapport avec la réalité. Alors, je commande. Quoi qu'il en soit, ces rites égyptiens nous suggèrent un rapprochement intéressant avec l'importance accordée aux oignons dans la culture bassa. Le père Meinrad Hebga, dans sa thèse soutenue en 1968 intitulée « Le concept de métamorphose des hommes en animaux chez les Bassa Beti Boulou, Bantou du Sud Cameroun, parlant de, je le cite, la liliacée du léopard. En Bassa, Lilang Linje, Hebga écrit, je le cite, Lilang en Bassa et Ayang en Ewondo, Boulou, Eton, etc. est le nom générique d'un certain nombre de plantes appartenant en réalité à plusieurs familles, qui ne sont qu'apparemment voisines. Ce dont il est question dans nos deux textes, c'est ce que les Ewondo appellent Ayang Tangan, Ayang des Blancs, Allium Sepa, de la famille des Liliacées. Cette plante a des vertus curatives et serait surtout utilisée en cas de cataracte. Elle ouvre les yeux à l'invisible, mais ses usages dans les sphères médicales, religieuses et sorcières sont innombrables. C'est vraiment la plante puissance par excellence. Beaucoup d'habitations en ont dans la cour ou derrière la case comme une sorte de protection permanente contre les maléfices. Très bien. Lorsqu'un ministre du culte dépose dans un trou creusé dans votre cour un talisman ou une relique, en parenthèse, sachet de médicaments ossements de mort, il a besoin de planter par-dessus un lilang, ayang. Le bénéficiaire est, pour ainsi dire, solidaire de ce plan de liliacée. Il s'identifie à lui. On lui fait comprendre qu'ils prospéreront ou dépériront ensemble. Le couper, l'arracher, même par mégarde, c'est le tuer lui-même. Le lilang linje ou liliacée du léopard précise l'usage particulier que l'on fait de ce fétiche. Il contribue pour sa part à la métamorphose d'un homme en léopard ou pour l'envoûtement d'un animal. Donc, fin de citation. C'est le père Hebga, Meinrad Hebga, philosophe, théologien, qui avait écrit ça. Donc, c'est à la suite de ça que j'ai poursuivi la recherche. Et je suis tombé sur la recherche d'un autre théologien et philosophe, Déby Biya, qui a fait des recherches sur le mbok chez les Bassa du Sud Cameroun. Et voici ce que je trouve. Les Bassa nourrissent la conviction qu'ils n'ont pas toujours occupé les terres dont aujourd'hui ils sont propriétaires. Ils ont été soumis, comme la plupart des peuples africains, à de vastes mouvements migratoires. Mais à travers leur pérégrination, ils ne se sont jamais départis d'un pouvoir à la fois sacré et politique dont leurs chefs sont les dépositaires. Ce pouvoir est lié à la possession de l'ilang, l'imbok, plante de la famille de Siringa. Selon Beliam, c'est un patriarche, un bombok, le pouvoir de cette plante et de tous les objets consacrés de Mbok provient des hommes porteurs de bénédiction. Formidable. Les Bambombok. La plante liliacée ne serait donc pas à l'origine du pouvoir. Très bien. Les Ngenge reconnaissent au liliacé la faculté d'ouvrir les yeux de l'initié et de lui faire voir plus de choses qu'un homme ordinaire ne peut voir. Ce n'est pas sans raison qu'on appelle le Ngenge Moutmismana, l'homme au quartier. Fin de citation. Alors, je dis donc que je commente donc, je conclue en disant que la langue bassa elle-même apparaît comme un excellent témoin. En effet, le nom qui désigne l'oignon en bassa est exactement le même que celui qui désigne aujourd'hui aussi bien le collier que la cravate, à savoir les langues. On peut donc dire que la langue véhicule la culture et que celle-ci innerve et s'inscrit dans la langue. Sans le rapport avec le parallèle de l'ancienne Égypte, comment expliquer cette coïncidence de dénomination ? La langue n'apparaît-elle pas
ainsi comme un véritable musée vivant. De plus, l'oignon, l'une de ces variétés naturellement, est une plante qui est considérée chez les Bassa comme ayant été à l'origine de l'univers, ou tout au moins de leur univers. Un bonbon qui a servi d'informateur en début Biya déclare textuellement Bibe bimbok yes, l'homme lilang, n'ouah lilang. C'est-à-dire, au tout début de notre mbok, il y avait l'oignon mâle et l'oignon femelle. Et dans l'article de Loret que j'ai cité précédemment, figure une mention très suggestive de deux espèces d'ail, dont l'une est appelée ail mâle et ail de serpent. Comme cela ressort des textes égyptiens, en particulier de la scala copte arabe. Bon. Ça ne s'arrête pas chez les Bassa du Cameroun. J'ai découvert chez un autre peuple apparenté au Bassa, qui se trouve au Sénégal, qu'on appelle les Bassari, cette note publiée par un chercheur s'appelle Guessin. Les cultes d'oignons sont rares et l'ont toujours été. On cultivait cependant plus d'oignons autrefois, car on en portait en collier et sur les porte-bébés. Certains les mangent crus. Il s'agit là d'un trait de parenthèse supplémentaire qui vient s'ajouter à ceux que nous avions déjà évoqués dans nos recherches antérieures. Bref, Pierre-Paul, cette affaire de l'oignon qui apparaît comme quelque chose d'un nom ordinaire, banal, mais c'est une véritable révélation. Voilà, il y a 19 ans, je soutenais ma thèse, mais on ne soutient pas la thèse la même année qu'on s'inscrit en thèse. C'est après 10 ans. Donc, le travail de recherche que j'ai mené, qui m'a amené à étudier, à subodorer, à soupçonner un certain nombre de choses qui, certains relèvent de la symbolique, de la spiritualité, de la religion, de l'économie, de la santé. Je ne pouvais pas imaginer à l'époque. Et je vous précise que quand je préparais ma thèse, lorsque je suis arrivé au stade de l'impression, c'est une dame, une Française, on était à l'Institut, il y avait un cercle, comme une amicale des étudiants. C'est elle qui, je me rappelle très bien, quand elle saisissait ce passage, l'oignon emblématique, elle était tellement ravie. Excitée. C'est elle qui avait saisi toute cette partie. Donc, nous sommes ici, je crois, au cœur de la spiritualité, au cœur de la source d'Osiris. Osiris, dont on a vu que c'est le germe, c'est la semence, Mbo, c'est la santé, le même terme. Pourquoi la semence qui produit de végétal? En langue bassa, les médicaments, ce qu'on appelle en français médicaments, correspond au terme baie. Oh, baie, ce sont les arbres. Les arbres. Si on veut dire un comprimé, par exemple, en bassa, on va dire l'itam. L'itam, c'est le fruit. L'itam, les haies, ça veut dire le fruit de l'arbre directement. Matam, ma baie, ce sont les comprimés. Vous voyez donc, ça veut dire que la source de la santé, du traitement, c'est les végétaux. C'est la semence. Hein? Donc, tout est dit dans les langues. Mais les langues, on n'a pas l'habitude de réfléchir parce que... On parle seulement. On parle seulement, n'est-ce pas? Il faut marquer un temps à un moment donné. Et l'histoire de l'Afrique est assez curieuse parce que le fait qu'on retrouve aujourd'hui des spécialistes, des Africains, qui sont maîtres du culte de la tortue, qui maîtrisent les oignons, les différentes catégories d'oignons. Depuis quand tiennent-ils cette expertise? Depuis quand? On peut s'interroger. Depuis quand? Or, avec les documents égyptiens,
qui sont les plus anciennement attestés, c'est-à-dire qui nous ont laissé des documents écrits, iconographiques, des images et tout. Là, on peut donner un âge relatif, sans dire que c'est au moment où on a écrit que c'est apparu. C'était tellement avant. Donc, on mesure là donc l'importance du passé de l'Égypte, qui n'est pas quelque chose, un miroir qu'on doit donc réciter comme pour se donner, se vanter. Non, c'est l'Égypte actuelle. La culture égyptienne est d'une actualité surprenante lorsqu'on est averti. L'ethnologue français Louis Vincent Thomas, en 1958, avait publié un article dans un ouvrage intitulé « Aspect de la culture noire ». Aspect de la culture noire. L'article était intitulé « Positivisme et métaphysique, réflexion à propos de la culture noire ». Alors, dans son article, il écrit quelque part « Un fait est certain ». Il parlait du nom. Un nom n'est jamais en Afrique une simple étiquette. Il est à la fois un sens et une efficience. Un sens et une efficience. La culture négro-africaine donne à ces peuples une vision. Là, il comparait la culture négro-africaine et la culture occidentale. La culture négro-africaine donne à ces peuples une vision plus vaste, un sentiment plus large que l'intérêt pour l'humanité seule, où nous ont enfermés tant de philosophie. Elle est une fraternité avec le monde total dont nous avons perdu jusqu'à la conception. C'est Hubert Deschamps qui écrit ça dans son fascicule « Les religions de l'Afrique noire ». Ceci m'amène donc à évoquer la manière générale dont l'Africain, le négro-africain, et dans le négro-africain, il faut comprendre qu'il y a l'Égyptien dedans. La façon, s'agissant de la médecine, certains observateurs ont eu à qualifier la médecine égyptienne de médecine empirique. Les Égyptiens, c'était des empiristes, quoi. C'est-à-dire ce ne seraient pas des scientifiques. Ils ont parlé de la pharmacopée excrémentielle. Pharmacopée excrémentielle des anciens Égyptiens. C'est-à-dire que c'est une pharmacopée où on trouve beaucoup d'excréments. Il dit que c'est une médecine bizarre. On trouve des chiures de mouches, des déchets de tel animal qu'on doit associer. Le scarabée et tout ça. Mais le problème qui se pose pour les gens qui s'étonnent, est-ce que ces gens savent ce qu'on appelle diagnostic? Puisque avant de prescrire une médication, n'est-ce pas, il faut d'abord connaître la cause. Bien sûr. Alors, eux, ils ne voient pas de rapport entre la sueur de mouche ou d'insectes qu'on associe à l'eau, à ceci ou cela, au lait d'une vache qui a accouché d'un taureau, etc. Tout ça, c'est associé dans une complexité désarmante. Or, ceci, pour bien comprendre ça, je crois que c'est l'égyptologue allemand Erich Hornung. De tous les égyptologues, à mon sens, je ne sais pas s'il y a un égyptologue qui a compris autant la pensée égyptienne que ce monsieur, qui écrit dans son ouvrage Introduction à l'égyptologie. L'Égypte ancienne associe tous les concepts. Son écriture associe images et alphabet. Là, il s'agit des hiéroglyphes. Son panthéon associe un seul Dieu et plusieurs dieux. Sa médecine associe magie et science. Sa pensée associe mythe et raison, sans que l'un exclue l'autre. Et il compare ça à la physique des quanta modernes. C'est le même auteur qui a dit que la maths, les sociétés modernes ont essayé toutes sortes d'idéaux. Tous ont échoué. Ce que l'Égypte a proposé, le concept de maths,
c'est la conception le plus éthique et le plus universel qui soit. C'est le même auteur qui dit ça. C'est dire donc que même les Africains eux-mêmes sont parfois désemparés devant la complexité de leur culture, qu'ils ne connaissent pas, qui ne font pas l'effort de chercher à apprendre avant de juger. On nous a appris à vite juger que ça c'est primitif, ça, ce n'est pas scientifique. Parce que quand on dit que ce n'est pas scientifique, on fait la comparaison avec une culture, une autre culture. Bien sûr, bien sûr. Hebgal dit donc qu'il n'y a pas de logique étalon, de canon. Il n'y a pas, on ne doit pas comparer un système par rapport à un autre, parce que c'est là où il parle donc de la rationalité des phénomènes paranormaux que la conception occidentale ne peut pas expliquer, parce qu'elle est limitée à un dualisme corps-esprit, alors que la conception africaine pluraliste montre que la personne humaine est composée de plusieurs éléments, parmi lesquels il y a les éléments qui peuvent se détacher, qui peuvent donc aller agir, etc. Et là, il ne s'agit pas de croire, c'est quelque chose qui est et ça a une efficacité. Donc, Pierre-Paul, je ne sais pas. Moi, je te laisse je ne sais pas. Il faut aller parce que c'est ça aussi. C'est ça aussi, parce que j'évite d'interrompre le professeur pour que les gens puissent sentir la cohérence. Professeur, moi, j'ai pas fait de doctorat. Moi, je suis paysan. Hein. Moi, je suis paysan. Je n'ai pas appris l'égyptologie. Mais laisse-moi préciser que tu fais bien de le rappeler. Mais ce que toi, tu as compris de l'Égypte, moi qui ai passé 10 années pour étudier ça. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il suffit d'aller à l'école, d'aller à l'université pour lire les textes et tout. La compréhension ne s'arrête pas au niveau des textes. Si on laisse même l'Égypte, tout texte a une forme et un fond. L'esprit, on dit l'esprit, la lettre, n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut pénétrer dans l'esprit pour comprendre le fond. Donc, notre rencontre est seulement une grâce providentielle. Voilà. Et je crois que c'est ça qui manquait à l'Afrique. Il faut dire ça, hein, parce que il faut le dire, parce que les auditeurs doivent le savoir. On est en train de traiter des choses tellement sérieuses. Il faut que les gens... De même, tu dis que... tu fais allusion à la complexité de la perception ou de la conception africaine de la vie. Oui. C'est cette même complexité qui nous pousse aujourd'hui à nous émerveiller devant cette rencontre. Parce que il faut que les gens le sachent, c'est important. Pendant que toi, tu faisais toutes ces recherches, donc, pendant ces 10 années uniquement pour avoir un doctorat en langues anciennes, en culture ancienne et tout ça, en égyptologie, eh bien, pendant la même période, moi, j'étais en train de faire la recherche pratique sur place. Mais bien sûr. Oui. Donc, ça veut dire que la connaissance théorique et intellectuelle vient rencontrer maintenant ce qu'on appelle l'empirisme. Et pendant que je le faisais comme ça, j'essayais dans la mesure du possible de pénétrer l'intérieur des choses. Oui. De telle sorte que nous puissions finalement réaliser la synthèse de l'approche théorique et donc intellectuelle avec l'approche pragmatique, donc empirique, avec la pénétration spirituelle. Il fallait que les trois se mettent ensemble. Exactement. La difficulté que l'Afrique a eue jusqu'à maintenant, c'est parce que les trois n'étaient pas encore mis ensemble. Oui. Je peux dire que mon séjour dans les ordres initiatiques, où j'ai vu comment des Africains se sont occidentalisés entre guillemets, s'embrouillaient dans les rites occidentaux, ils ne se sont jamais sortis. Je connais par exemple des gens dans la Rose-Croix qui étaient des chercheurs avec moi là-bas. Ils ont 50 ans de recherche, ils ne savent rien.
Incroyable. Ils ne peuvent seulement que réciter ce que les livres de la Rose-Croix enseignent et ce qu'on leur transmet dans le temple. Mais ils n'ont rien comme connaissance. C'est ça qui est terrible. J'avais constaté ça et ça me faisait mal. Je me souviens un jour quand j'avais commencé à tenir le discours, j'étais encore à la Rose-Croix, je tenais leur discours en disant que maintenant, on ne peut pas continuer à se faire enseigner par des gens qui ont perdu le nord. Ils ne sont plus normaux, ces gens-là. Je sentais cela intérieurement. Et quand je tenais ce discours, les gars disaient, mais dis vraiment, ce gars, mais il divague ou quoi? Mais c'était vrai, parce que j'avais perçu que si on continuait à se laisser dominer, parce que quand tu es à la Rose-Croix, on te dicte tout de l'Europe. Tu n'es pas libre. C'est un endoctrinement. J'en parle parce que je vais d'ailleurs organiser une émission sur la Rose-Croix. Uniquement la Rose-Croix, on va en parler. Peut-être même 2 émissions sur la Rose-Croix. Vous allez constater que ces gars sont malheureux. Ils m'écoutent. Ils sont malheureux parce qu'en réalité, ils ne savent rien du tout. Qu'est-ce qu'ils savent? Ils vont te réciter les corps. Mais on trouve ça dans tous les livres, même sur Internet. On va te réciter que l'homme est corps, âme, esprit. C'est plein, dans la Bible, c'est écrit. Va sur Internet, tu vas apprendre tout ça. Ils vont te réciter comment l'âme est montée, est descendue, l'esprit est monté, est descendu, le corps a fait ceci. Ils ne savent rien de la vérité, de la spiritualité. Et ils sont là pendant 50 ans. J'en connais qui sont là depuis 60 ans. Ils sont les mêmes, ils n'ont jamais changé. Alors, c'est-à-dire que ça me faisait mal, ça me gênait. Or, il se passe donc quoi? Certains qui étaient de bonne foi, constatant cela, n'étant pas capables de s'affranchir de cette domination du groupe, étaient donc obligés d'aller faire des recherches ailleurs. Ils partaient donc voir les parents au village. Ils essayaient d'entrer en même temps dans des groupes mystiques africains. Tu vois? Alors, ils faisaient une sorte de mélange tonitruant. Et ça les conduisait dans l'impasse. Et ça fait donc qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez voir, on peut te construire un grand temple, comme c'est le cas à Yaoundé, par exemple, la Rose-Croix d'or en particulier, un grand temple magnifique, extraordinaire. Quand vous regardez ça, vous dites, oh là là, c'est une œuvre extraordinaire. Mais quand vous voyez ceux qui entrent dans ce temple, ils sont malheureux. Parce qu'ils ne sont pas libres. Il ne peut jamais rien faire sans qu'on lui dise ce qu'il faut faire, à partir de la Hollande. Donc vous voyez, l'Afrique ne pouvait donc pas pénétrer les mystères égyptiens. C'est ça d'ailleurs qui a fait en sorte que j'étais sur le plateau de, pour ne pas la nommer, cette télévision, Vision 4, avec quelqu'un qui était membre de la Rose-Croix. Ce monsieur donc, on se retrouve avec lui sur le plateau. Et quand une dame, quand on a parlé de l'oignon, il dit, oh, l'oignon c'est des histoires, l'oignon ne recèle rien, l'oignon c'est ci, c'est cela, machin et tout, c'est rien du tout. Vraiment, il avait pitié de la dame qui était sur le plateau et qui leur disait, je suis une sorcière. Mais il ne savait pas, quand j'écoutais ce monsieur, j'avais envie de pleurer. Il parle avec condescendance de l'oignon. Et je sais que depuis quelque temps que j'explique les mystères de l'oignon, ces gars-là sont là, ils écoutent la radio, personne ne peut intervenir au téléphone. Mais vous êtes des lâches. Vous êtes les meilleurs éditeurs d'ailleurs de cette émission. Mais vous n'avez pas l'humilité de reconnaître qu'aujourd'hui donc, les mystères de l'Égypte, les mystères de l'Afrique, qui s'étaient cachés, et le temps n'était pas encore arrivé pour que ce soit à nouveau révélé, parce que si on avait révélé ces mystères il y a quelques années, les Blancs se seraient saisis de ça, parce que c'est ça qu'ils cherchaient. Ils se seraient saisis de cela pour continuer à nous subjuguer. Or, Dieu a voulu que ça attende l'heure où nous parlons actuellement. Et je voudrais vous dire, professeur, il y a seulement, et c'est dans cette émission, Sagesse, il y a seulement quelques mois que nous avons commencé à dévoiler les mystères de l'oignon. Personne ne peut le faire autant que nous pouvons le faire. Parce que les ancêtres nous ont mandatés pour ça. Donc le problème, donc, c'est quoi? C'est que
ce complexe dans lequel on nous a plongé, mentalement, spirituellement, matériellement, parce que tout le monde aujourd'hui est convaincu que, même matériellement, économiquement, l'Afrique ne peut rien faire sans l'Europe. Mais ce n'est pas possible. La même situation, c'est sur le plan spirituel, sur le plan social. Incroyable. Les associations se créent, tout le monde regarde l'Europe pour les financements. Les États africains demandent les financements aux bailleurs internationaux. Mais comment vous pouvez avoir autant de richesses, autant de moyens, et vous continuez à tendre les mains tous les jours? C'est la même chose qui se passe en spiritualité. Absolument. Des gars pourtant parfois très sincères se retrouvent dans des ordres initiatiques occidentaux. Ils sont prisonniers parce que là-bas, on signe des pactes. Parfois, tu es obligé de prendre le sang. Tu te blesses. Tu fais couler le sang. Et tu prends maintenant l'encre, une plume. Tu contresignes avec le sang. Incroyable. C'est ça qui se passe. Puisque j'y étais, je sais de quoi je parle. Alors, quand vous pratiquez cela, ça c'est le rite des Blancs. Ça c'est leur rite à eux. Ils vous imposent de mélanger leur sang avec le leur. Après, ils vous dominent. Puisque c'est eux qui dirigent tout. Pour que des gars puissent faire un travail dans le temple à Yaoundé, par exemple, ou à Douala, l'enseignement, pour parler un Africain, quand il va dans le temple, il ne lit que ce qu'on a écrit depuis l'Europe. Personne n'écrit quoi que ce soit. Aucun Camerounais, aucun Africain. Ça alors. On vous dicte tout. Et après on te dit, bon voyage, tu fais le voyage en Europe, on va te mettre dans tel grade. Pauvre ignorant. Est-ce qu'un individu peut te mettre dans un grade? Il n'y a que Dieu seul qui le fait. Quand un individu te met dans un grade, ce n'est pas la spiritualité. Il n'y a que l'esprit qui, en t'aspirant vers le haut, te met progressivement dans différents paliers qui te permettent de pénétrer toujours davantage l'intérieur des choses. Donc, je dis cela, c'était un bémol, professeur, tu vas continuer, c'était pour dire, l'heure est venue. Tu as regardé l'aspect intellectuel. J'ai beaucoup d'admiration pour ce travail qui a été fait. Je n'ai jamais lu ta thèse. Mais quand j'écoute ce que tu reprends toi-même, que tu as écrit il y a 19 ans, parce que tu voulais un diplôme, parce que tu étais là, tu étais allé pour comprendre comment ces choses se passent et tout. Aujourd'hui donc, moi j'étais resté ici. J'ai pénétré, je suis entré dans l'eau. J'ai pénétré le vent. Je suis entré sous la terre. Je suis allé au soleil. Pendant ce temps donc, les révélations donc ne font que venir. Nous les transmettons. Si on disait à quelqu'un que tout ce que nous disons pendant ces émissions, que nous ne lisons pas ça dans un livre, qu'avant même de venir à l'émission, nous n'avons rien préparé. Si vous disiez à quelqu'un, quand on vient dans une émission comme celle-là, on ne sait même pas concerter, toi et moi. Si vous disiez à quelqu'un que quand on vient dans cette émission, mais regardez la justesse et des propos, prenez l'émission de la dernière fois, prenez ce que vous venez de revoir dans la thèse. Mais il y a une correspondance, une concordance extraordinaire. Mais moi, je ne suis jamais allé quelque part pour qu'on me remette un oignon et on me dise que voilà, ça signifie ceci. Je n'ai jamais appris ça. Mais je pénètre les choses. Parce que j'ai acquis la faculté de pénétrer tout ce que je voudrais pénétrer. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Oui. Tu ouvres l'œil de l'aigle et tu pénètres tout. Tu connais tout instantanément. C'est-à-dire ce que tu veux connaître, tu connais tout de suite. C'est ça la spiritualité. Ce n'est pas en se gargarisant du fait que oui, on est dans l'ordre ou quoi que ce soit. C'est zéro du tout. C'est pour cela qu'on trouve des gens totalement malheureux. Un type qui a atteint un certain degré d'élévation intérieure. Je vous donne une conséquence pratique. Il ne peut plus jamais être misérable. Ce n'est pas possible. Et il ne volera jamais. Jamais. Pas de vol. Pas de tricherie. Pas de corruption. Ça, c'est la signature de celui qui respecte la mat. Oui. Parce qu'il baigne dedans. Et quand vous baignez dans la mat, tout vous est donné. Je dis tout. Y
y compris même les choses matérielles. Tout. Quel que soit ce que vous êtes en train de faire, dès que c'est déjà nécessaire, vous avez cela. Mais c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Et l'Afrique devait donc relier l'esprit et la matière en la transformant, en la métamorphosant et en vivant sur la base du principe animateur qu'on appelle l'âme. L'âme étant, comme Hermès Trismégiste l'a dit, l'intermédiaire, l'aspect qui transmet le haut au bas et le bas au haut. Afin que, par cette alchimie, l'homme se transformant, soit capable de manifester toutes les plantes qui existent dans le monde, tous les animaux qui existent dans le monde. C'est de là que vient l'idée de ce qu'on a appelé des Africains qu'ils étaient polythéistes. Parce que dès que vous avez révélé tout votre être, vous pouvez vous transformer instantanément en tout. En plante, en animal et en minéral. Instantanément. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote. Un jour, des gens viennent vers moi pour me couper avec la machette. J'étais en même temps entouré de personnes qui me suivaient. C'était, si vous voulez, des amis qui croyaient en ce que je faisais et qui voulaient apprendre ce que je transmettais. Nous nous sommes retrouvés dans un champ. C'était à Ombessa, précisément, dans les années 1996, à Ombessa, en face de l'hôpital. Des gens de la famille, à cause du terrain qui est en face de l'hôpital d'Ombessa, qu'on appelle le bosquet de la tortue. Et donc, je vous disais la dernière fois, personne d'autre ne peut s'installer à cet endroit. Oui. Je parle des choses concrètes. Des gens descendent donc de la famille parce que les ancêtres et les parents, les grands-parents, avaient dit à tout le monde, voilà le monsieur seul qui est capable d'hériter de cela. On attendait parce qu'il était encore tout petit. Maintenant qu'il est devenu adulte, il est devenu grand, il peut maintenant venir prendre possession de ce qu'il avait laissé dans les vies passées. Parce que ça s'appelle le bosquet de la tortue. J'insiste parce que c'est vérifiable. Alors, à cet endroit, le jour où donc les gardiens, l'un avait 120 ans, l'autre avait 94 ans, m'ont amené à cet endroit pour m'installer officiellement à l'endroit. Des membres de la famille sont venus avec des machettes aiguisées parce qu'ils attendaient l'occasion. Ils sont venus tous en parlant, en grondant au milieu du terrain là où j'étais avec ces deux-là et avec des gens qui sont encore autour de moi à l'heure où je vous parle et qui peuvent témoigner ça sur les antennes. Ces messieurs sont arrivés avec les machettes. Dès que j'ai vu le danger, j'ai disparu avec tout ce qui était avec moi. Ils sont passés au milieu de nous, en bavardant avec la machette. Si on te trouve, tu es fini, on va te couper en 4. Ils passaient entre moi et les membres. Silence de mort. Ils ont fait un aller-retour. C'est-à-dire, ils passent et ils repassent au milieu du groupe. Ils ne voyaient personne. Quand ils se sont retrouvés plus haut, j'ai parlé. Je leur ai dit, mais vous ne m'avez pas vu, pourquoi? Revenez maintenant. Ils ne sont pas revenus. Ils ont eu peur. Ils se sont dit, ça c'est un fantôme. Les papas en question, celui de 120 ans et 94 ans, ils étaient déjà convaincus qu'ils sont morts. Que les machettes là, c'était leur mort, la mienne et tous ceux qui étaient là. À l'instant, quand ces gars sont partis, je les ai appelés, je dis, revenez maintenant, je suis là. Ils n'ont pas eu le courage de revenir. Alors, un d'eux se retourne vers moi. J'ai rêvé cette nuit que on allait me couper la tête et je me suis retrouvé sur un arbre blanc qui avait à peu près une hauteur de 100 mètres. Donc c'était toi, cet arbre blanc. Et voilà comment on a quitté les lieux.
Alain Junior, on va souffler la musique.
revenons en studio avec le professeur Oumdigui, nous concluions notre propos en disant, Africains, même tous ceux qui sont dans les ordres, approchez-nous, nous tenons le bon bout. Nous avons la maîtrise de la pierre. C'est pourquoi vous n'avez plus besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Nous pouvons aussi mettre en place, si c'est les Rotary qui vous intéressent, pourquoi vous ne pouvez pas aussi faire la même chose? Si vous avez les moyens, vous êtes des humanistes et tout, nous devrions avoir aussi des choses que nous mettons en place nous-mêmes pour intervenir sur le plan social, les hôpitaux, les dispensaires, les orphelinats et tout ça là. Ne dépendez plus de l'extérieur, ne dépendez plus des financements extérieurs. Chacun a la richesse en lui, elle est dans l'oignon. Oui. Nous vous le disons, on répète, la richesse est dans l'oignon, c'est dedans. Il faut tout simplement entrer à l'intérieur de soi-même pour découvrir l'oignon dans sa globalité avec toutes ces, tu appelais ça l'autre jour, ces couches. Toutes ces couches. Oui. Toutes les couches de l'oignon. Attention, le terme prof, c'est couche. Oui. Je dis bien couche. Les couches de l'oignon. Qu'est-ce que c'est que les couches? Ce n'est pas là où on dort. Tout à fait. La couche, l'oignon est le lieu où se couche le serpent. Donc là où se trouve la sagesse, la prospérité, l'immortalité et la protection. Voilà l'oignon, messieurs. Donc il faut que les uns et les autres le sachent. C'est pourquoi, dans les jours qui viennent, l'oignon va rayonner dans toute sa splendeur et sa puissance. Et je voudrais, avant de te repasser la parole, professeur, que tu me permettes, heureusement que j'avais dans mes effets le dictionnaire des symboles, que je conseille à tous les chercheurs d'avoir, parce qu'il ne faut pas être un chercheur de spiritualité sans avoir ce type d'ouvrage-là, le dictionnaire des symboles. Parce que ce dictionnaire qui est écrit par Jean Chevalier et Alain Chebran, c'est universel. Ils font allusion, ils parlent des symboles, des mythes, des rêves, des coutumes, des gestes, des formes, des figures, des couleurs, des nombres. Et c'est de manière universelle, tu retrouveras dedans ce que les Africains pensent de ceci, ce que les Bambara pensent de cela, ce que les Dogons pensent de ceci, ce que les Bassa au Cameroun pensent de cela. C'est dans ce livre. Ça confirme tout ce que nous disons. Et je m'en vais lire donc un passage concernant le lys, la langue. La langue. Le lys est synonyme de blancheur et en conséquence de pureté, d'innocence, de virginité. Premier aspect. On le trouve chez Böhm ou chez Silesius Angelus, ce fameux poète Angelus Silesius, comme symbole de la pureté céleste. On le cite maintenant. Voici ce que Silesius dit. Le fiancé de ton âme désire entrer. Fleurit. Il ne vient pas que les lys ne fleurissent. Voilà. Je répète. Le fiancé de ton âme désire entrer. Cela signifie, j'explique pour les auditeurs, Oui. pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que le fiancé. C'est l'esprit. Fleurit. On demande donc au lys. C'est une injonction. On lui dit fleurit. Il ne vient pas, ton fiancé, dont l'esprit ne se relie pas à l'homme, tant que les lys ne fleurissent. C'est pas moi qui ai écrit ça. Je découvre ça avec vous. Je continue. Toutefois, le lys se prête à une interprétation toute différente. Il serait le terme de la métamorphose d'un mignon d'Apollon. D'un million d'Apollon. Je dis bien,
il serait le terme, donc la fin, l'apogée Oui. de la métamorphose d'un mignon d'Apollon. Vous connaissez Apollon? Oui. Bien. Alors, Hyacinthe, donc d'Apollon, Hyacinthe et rappellerait à ce titre des amours interdites. Mais il s'agit du lys martagon, le lys rouge. On est déjà à deux. On était au lys blanc, Oui. maintenant on est au lys rouge. Nous continuons. C'est en cueillant un lys ou un narcisse que Perséphone fut entraîné par Hadès et pris d'elle dans une ouverture soudaine du sol jusqu'en son royaume souterrain. Perséphone, c'est dans les mystères grecs. Oui. C'est l'histoire de l'âme qui s'est retrouvée enchaînée dans le monde de la matière, donc dans le souterrain. Oui. L'enfer. L'enfer, dans le Hadès, l'enfer. Je continue. Le lys pourrait à ce titre symboliser la tentation ou la porte des enfers. La tentation ou la porte des enfers. On continue. Dans sa mythologie des plantes, Angelo de Gubernatis estime qu'on attribue le lys à Vénus et aux satyres, sans doute à cause du pistil dont je parlais l'autre jour. Le pistil. Nous reviendrons dessus. Et par conséquent, le lys est un symbole de la génération. Nous continuons, c'est pas fini. Ce qui, selon cet auteur, l'aurait fait choisir par les rois de France comme symbole de prospérité de la race. Ce n'est pas fini. Outre cet aspect phallique, Huysmans, c'est un historien. Huysmans, c'est un très grand historien. Huysmans dénonce dans la cathédrale ses capiteux effluves. Son parfum est absolument le contraire d'une senteur chaste. Attention, le contraire d'une senteur chaste. C'est un mélange de miel et de poivre. Quelque chose d'âcre et de doucereux, de pâle et de fort. Cela tient de la conserve aphrodisiaque. C'est pour cela que nos ancêtres, dans la nomenclature des oignons, il y en a un, lorsque vous l'avez mâché dans la bouche, vous parlez à n'importe quelle femme et vous suivez là où vous voulez. Je vous le dis parce que je sais de quoi je parle. Ce n'est pas fini. Nous continuons en disant, cela tient de la conserve aphrodisiaque du Levant et de la confiture érotique de l'Inde. On pourrait ici rappeler les correspondances baudelairiennes, donc de Baudelaire, de ces parfums. Et on cite Baudelaire, qui chante les transports de l'esprit et des sens. Ce symbolisme est plutôt lunaire et féminin. Oui, l'oignon est féminin et le serpent est masculin. Alors, comme Mallarmé l'a si bien senti, et tu fis la blancheur sanglotante des lys, qui roulant sur des mers des soupirs, qu'elle effleure à travers l'ensemble des horizons pâlis, monte rêveusement vers la lune qui pleure. Ce symbolisme se précise encore en s'intériorisant dans un autre poème d'Hérodiade. J'effeuille, comme près d'un bassin dont le jet d'eau m'accueille, les pâles lys qui sont en moi. Fin de citation. Ce n'est pas fini, on en parlera plus tard. Je voulais donc dire à ceux qui doutent encore que vous êtes désormais en présence de l'étendard de la Renaissance africaine. Le lys. N'en déplaise aux détracteurs néocolons. Le lys.
C'est le symbole le plus universel. C'est pour cela que les Égyptiens l'appelaient la reine des fleurs. C'est pourquoi, les amis, soyez rassurés. Nous sommes en face des vérités émalées. Prof Mbombo, Oui. tu vas continuer donc avec ce discours sur l'oignon. Avant de revenir sur ce discours, je voudrais saisir cette occasion pour poser une question que les auditeurs auraient pu poser. La question concerne la raison profonde, le mobile qui avait poussé certains missionnaires à chercher à violer la grotte de Ngoglituba en Pays Bassa. On se rappelle que un missionnaire avait décidé d'entrer dans cette grotte. On l'en avait déconseillé. Mais il avait déclaré que lui ne croyait pas aux superstitions des Noirs, qu'il allait entrer dans la grotte de Ngoglituba. Il est rentré dans cette grotte. Il en est ressorti. Lorsqu'il est sorti, il est tombé malade. Au bout de quelques jours, il est mort. Son cadavre est devenu noir comme le charbon. Voilà qu'on organise maintenant son enterrement à Douala. Beaucoup de gens viennent. À un moment donné, un essaim d'abeilles apparaît et vient s'abattre sur la foule. C'est le branle-bas de combat. Tout le monde prend ses jambes à son cou. Le cercueil reste seul. Immédiatement, une pluie diluvienne se met à tomber. Elle tombe toute la journée à Douala. Ce n'est que le lendemain que quelques proches, quelques individus viendront prendre le cercueil pour aller l'enterrer. Cette histoire, je ne l'ai pas vécue, puisque c'est une histoire qui se passe dans les années 40-50. C'est le père Meinrad Hebga qui raconte ça dans son ouvrage « Sorcellerie, chimère dangereuse » qu'il a publié aux éditions Inades à Abidjan en 1979. Et il dit donc que ce missionnaire téméraire a donc trouvé ce qu'il cherchait. Il est sorti en maudissant les Noirs. Lui qui avait dit que les Noirs sont superstitieux. Il rentre dans la grotte. Qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas? Il ressort, il meurt. Son cadavre devient noir comme le charbon. Et au moment de l'enterrer, il est encore puni. Je voulais donc poser la question que certains auditeurs auraient pu poser que mon Mbombo, comme toi tu pénètres dans tout, qu'est-ce que les missionnaires cherchent à la grotte de Ngoglituba? Jusqu'à présent, on veut se l'approprier, on est parti planter une croix là-bas. Les Mbombo ont réagi, dit qu'il faut la croix. C'est-à-dire qu'il y avait l'effigie de la Vierge Marie. Elle est tombée, il y a encore la croix. Mais je dis, je ne parle pas de l'actualité. À l'époque, avant les années 60, Feu Monseigneur Mungu, c'est lui qui avait organisé le pèlerinage pour aller là-bas. Alors, qu'est-ce qui est recherché? Qu'est-ce que les missionnaires cherchent à Ngoglituba? Bien. Puisque, Mbombo, tu m'interpelles par rapport à ça. Oui. Je voudrais être pragmatique. Il me souvient, il y a quelques années,
peut-être, je n'ai pas le souvenir exact, mais j'ai l'impression que c'était autour de l'année 2002 ou 2003. Je suis allé en Ngorli-Touba, personnellement, physiquement. J'avais pris une moto et j'avais pris une compagne, Bassa, qui m'accompagnait là-bas. Je suis allé voir les patriarches qui habitent autour de la grotte. Quand je les ai vus, je leur ai dit mon intention d'aller là-bas vers le haut. Ils m'ont dit, c'est le chez toi. Qui pourrait t'en empêcher? J'ai pris la route. J'ai garé ma moto à la dernière maison avant Ngorli-Touba. Il y a un traitant là-bas. Quelqu'un qui fait le traitement traditionnel. J'ai garé la moto, nous sommes descendus avec ma compagne et on est allé à pied jusqu'à Ngorli-Touba. Bon, tu me demandes ce qu'ils cherchent là-bas. Moi, ce que j'ai pris là-bas, c'était une fleur. Cette fleur est en train de se multiplier depuis ce temps-là dans mon village. Voilà tout ce que j'avais ramené. Peut-être, c'est ce que les ancêtres voulaient que je prenne. Je n'ai pris qu'une fleur. Je la vois, elle est toute blanche. Toute blanche. D'une blancheur immaculée. Elle se multiplie. J'ai l'habitude, j'en ai juste devant l'endroit où je dors. Bien. Ça, c'est pour l'anecdote. Maintenant, qu'est-ce que la cosmogonie de chez moi, que j'ai apprise de mes ancêtres et de mes grands-oncles et de mes grands-parents, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les Bantous sont sortis d'une grotte. Les Bantous sont sortis d'une grotte. Est-ce la grotte en question? Est-ce là-bas que quand Monseigneur X était entré, il n'est plus jamais rentré parce qu'on lui avait prévenu de ne pas entrer, il s'est entêté. Il est mort là-dedans, on ne l'a plus jamais vu. Est-ce que c'est là où l'Occident a enterré l'Afrique pour qu'elle ne se relève jamais? Je ne voudrais pas dire certaines choses sur le plateau, mais comme c'est une préoccupation de mon bobo, on va en parler en détail donc après l'émission. D'accord. C'est pour cela qu'il faut seulement retenir une chose, c'est que les Bantous sont sortis de la grotte. Dans la cosmogonie de chez moi, des Bégounous, Cambagnolais, Kamba. Je crois que Mbombo, ça te rappelle Kamé. Oui. Cambagnolais, c'est-à-dire fantôme, Kamba, l'invisible. Donc, Dieu. J'espère que ça te rappelle aussi Ngambi. Parce que chez moi, le Ngambi, on l'appelle Nkama. Ok. Très bien. La tarentule. Oui. Il y a une grosse tarentule à l'intérieur de la grotte de Ngorli-Touba. Bien. Comme tu voulais que je parle. Maintenant, je crois que j'ai beaucoup parlé. Nous revenons donc pour revenir dans le symbolisme de la grotte. Oui. Quand notre fils Jésus est né, il est né où? Dans la grotte de Bethléem. Oui. Très bien. Cela signifie quoi? La grotte symbolise le lieu de la naissance. Oui.
Cela symbolise le lieu de la renaissance. Cela symbolise qu'un symbole, un endroit de ce genre, je ne sais pas pourquoi, les riverains, est-ce que les gens dont vous parlez ont un titre foncier de l'endroit? Non. Non, pas du tout. Mais attendez. Alors, mais attendez. Les riverains. Mais les Bassa et Ambassa, est-ce qu'ils ont besoin de l'autorisation de quelqu'un pour prendre possession des lieux? Pas du tout. Mais, bon, je comprends aussi que l'expédition ne pouvait être menée que par celui que les ancêtres avaient prévu pour le faire. Alain Junior, comme on tire déjà vers la fin, nous allons quand même continuer à épuiser ces 5 dernières minutes, parce que le reste, on continuera à en parler par la suite. Nous voulons tout simplement te reposer la question, Malette, après toutes ces recherches, après t'être frotté avec des professeurs de haut vol, parce qu'il faut le reconnaître, parce que tu faisais allusion tout à l'heure à ce professeur allemand, tu faisais allusion à ton directeur de thèse, tu faisais allusion à Champollion dans certaines émissions aussi, tu faisais allusion à pas mal d'auteurs qui ont travaillé, des égyptologues, qui ont fouillé sérieusement dans ces questions-là. Mais il faut savoir que il n'y a que les Africains eux-mêmes qui auront le dernier mot sur les mystères des pyramides, sur les mystères de l'Égypte. C'est eux seuls. Ils peuvent avoir fouillé dedans et tout. Ils ne peuvent pas comprendre ce que nous, on peut comprendre. Ça, c'est évident pour moi. Ils ne peuvent pas. Ils t'ont donné des balises, des indications te permettant de reprendre confiance en ton terroir. C'est pour ça que tu étais parti en France. Tu es donc revenu. Tu as recommencé maintenant à pénétrer, parce que tu étais en mission là-bas. C'était pour que quand on va se mettre à parler de l'Égypte, de chez nous, Oui. que personne, jamais plus, aucun blanc ne parle de cela d'autorité. Et le temps en question est déjà là. Donc, je voudrais te poser la question de savoir, tes frères dont africains que tu côtoies, dernièrement tu sors d'Abidjan, où tu es allé prendre part à une rencontre importante que Were Were Liking, que tout le monde connaît, cette brave dame qui était rosicrucienne, qui était à la Rose-Croix à l'époque, et qui a quitté la Rose-Croix pour se consacrer aux traditions de ses ancêtres. Were Were Liking, vous étiez ensemble toujours. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre avec toutes les sommités africaines et mondiales? Parce que Were Were Liking a traversé les frontières africaines. Oui, en tout cas, c'était une très grande rencontre. Et en l'occurrence, il s'agissait de la célébration du 30e anniversaire de la création du village Kiyi. C'est le nom du village créé par Were Were Liking en 1978 à Abidjan. Ah! Kiyi sont 2 termes bassa. Kiyi, ça veut dire le savoir suprême. Kiyi Mbok, parce que la proposition est elliptique. Kiyi Mbok, le savoir suprême de Mbok. Alors, c'est une dame qui a créé ce village, qui est devenu par la suite un centre de formation de la jeunesse désœuvrée, et orpheline, qui n'a pas d'emploi. Et cette dame, qui a la particularité d'être une autodidacte, parce que elle n'a pas fait l'école, elle a fait à peine le cours élémentaire 1. Donc, 3 ans. J'ai lu son autobiographie, elle-même elle a dit ça. Cours élémentaire 1. Mais elle a été initiée dans Lombok. Dans Lombok. Par une femme et un homme. Voilà. Et ce qu'elle est allée créer là-bas, c'est un enseignement
à partir de la philosophie de Mbok. Au Cameroun, comme elle est une femme, elle ne peut pas être Mbombok. Mais elle a reçu la formation. L'initiation pour des deux côtés. Elle a reçu l'initiation au Mali. Elle a reçu c'est des initiations féminines. Oui, bien sûr. Au Bénin. Et ce qu'elle a créé là-bas, c'est une véritable maison de vie. Comme cela s'appelait dans l'Égypte antique. Père Ankh, la maison de vie. C'est un temple où il y a l'université, où il y a le culte, où il y a le commerce. C'est-à-dire que c'est toute une maison de vie comme ça. Et elle a déjà produit des gens qui sont devenus des vedettes, qui reçoivent des prix. C'est-à-dire que elle-même s'appelle Ntorol Chorot. Torol, ça veut dire réveiller. Chorot, ce sont les étoiles. Elle est l'éveilleuse d'étoiles. Sa grâce, c'est que, je dis que au départ, c'était un village qui est devenu un centre de formation. C'est devenu après une fondation. Elle a même été décorée par l'État de Côte d'Ivoire. Elle a une médaille de commandeur, etc., etc. Un certain nombre d'intellectuels se sont concertés en 2005-2004 pour proposer qu'on lui donne le prix Nobel. Jusque-là, ça n'a pas marché. Donc, les Africains sont en train de se rassembler, de se concerter. Il y a eu une rencontre en marge, ou dans le cadre même une rencontre entre des confréries. Il y avait des gens du Mbok, il y avait des gens de la confrérie des Douala, il y avait des gens du Mali, il y avait des gens du Bénin. Et il y a un mouvement de rapprochement. Les Africains prennent conscience qu'il faut qu'ils retournent à leur spiritualité la plus ancienne. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui va dans le sens du travail que Save Africa abat depuis des années. Et eux, là-bas, ne soupçonnent pas cela. Non. Voilà. Mais le moment va venir où tous les fils... Le temps de la rencontre aura lieu. Voilà. Professeur, merci beaucoup pour cette... comme le temps qui nous est imparti est arrivé à la fin, oui. Que les auditeurs sachent, voilà un village en Côte d'Ivoire, voilà un village au Cameroun, au centre de l'Afrique. Voilà que l'Afrique est en train de se réveiller. Voilà que au moins 2 maisons de vie existent déjà. L'une en Côte d'Ivoire et l'autre au Cameroun. De même que des gens partent de partout pour venir voir ce qui se passe chez Were Were Liking à Abidjan. De même, les gens sont en train de quitter le monde entier, depuis l'Europe et les Amériques et consorts, pour venir voir ce qui se passe dans la maison de vie à 175 km de Yaoundé. Il n'y a que les Camerounais qui ne savent pas que cela existe. Ceci dit, nous étions avec Alain Junior à la technique. C'est lui qui gérait aussi l'introduction de vos SMS. Malheureusement, les dérangements téléphoniques d'aujourd'hui ne nous ont pas permis de pouvoir lire les SMS. Ce n'est que partie remise. Nous nous retrouverons à nouveau la semaine prochaine pour une autre émission de Sagesse, mardi à 10h. Mais en attendant, ce soir, écoutez la rediffusion à 22h. J'étais avec Elundu Edene, Prince, Siddhartha, avec le professeur Undigui qui nous a gratifié de quelques éléments de sa thèse de doctorat qu'il avait soutenue à l'université à Bordeaux, à Lyon, il y a bien longtemps. Et ça nous a fait constater que depuis des années, l'Afrique cherche ses marques et que bientôt, l'heure du grand rassemblement est en train de sonner. Au revoir à tous et très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.